Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Georges-Jacques Danton, discours sur l'éducation. Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à une problématique complexe mais pleine d'enjeux pour le continent africain, l'éducation. 1211 milliards de francs CFA, c'est le montant des promesses de dons recueillis à la 3e conférence sur le partenariat mondial sur l'éducation ce 2 février à Dakar au Sénégal. Mais à quoi correspond et c'est véritablement ce chiffre? Quel est aujourd'hui l'état de l'éducation dans les pays africains? Où en est-on avec l'objectif de l'éducation pour tous? La fonction enseignante est-elle valorisée? Quel regard porter sur les conditions d'apprentissage de nos enfants? Quelle évaluation faire des progrès accomplis depuis les indépendances en matière éducative? Comment faire mieux et surtout comment africaniser l'éducation en Afrique pour que l'apprenant africain soit en osmose avec son environnement? 3 enseignants avec moi pour en parler. Massimilien Makoudou Ndiaye, vous avez été professeur des universités, vous avez enseigné la philosophie morale et politique, l'histoire, mais aussi la sociologie politique. Vous avez également été journaliste, premier vice-président de la Ligue africaine des droits de l'homme. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'éducation dont dépend l'avenir de notre continent, l'Afrique. Merci, professeur. David Johnson, vous êtes également professeur, vous enseignez les mathématiques et l'architecture des systèmes complexes. Au cours de cette émission, nous allons évoquer des études qui montrent que lorsque les mathématiques sont enseignées aux enfants dans leur langue maternelle, ils assimilent mieux, ils comprennent mieux plutôt que quand elles sont enseignées dans une langue étrangère. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et vous nous direz au cours de cette émission votre avis sur la question. Merci, professeur. Merci à vous. Laurence Ndong, enseignant, chercheur, vous aussi, vous êtes moulé dans la chose éducative et pédagogique. Vous êtes l'auteur d'ailleurs du livre que j'ai ici entre les mains, La place des concepts de la didactique des sciences dans la formation des professeurs de lycée et collèges de sciences de la vie et de la terre en France et au Gabon. C'est dire aussi l'importance de votre propos, de votre avis sur la question éducative en Afrique. Merci, Madame Ndong, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ils étaient nombreux, les États africains, à avoir pris l'engagement en avril 2000 d'atteindre l'objectif de l'éducation pour tous en 2015. 18 ans après cet engagement, où en est-on véritablement? Avant d'en parler avec vous, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction signée Aïssatou Beslan Diamanka. 264 millions d'enfants ne sont pas scolarisés dans le monde. Sur les 10 pays qui affichent les plus faibles taux d'alphabétisation dans le monde, 7 se trouvent en Afrique. Ces statistiques sont révélatrices de carences structurelles en matière d'éducation sur le continent. Les causes de ces carences sont multiples et surtout lointaines. Les programmes d'ajustement structurel des années 70 ont conduit à une baisse drastique des budgets consacrés à l'éducation. Aujourd'hui, de nombreux pays tentent de rectifier le tir en augmentant la part des ressources publiques allouées à l'éducation nationale. Des réformes plus que nécessaires pour que l'éducation pour tous soit une réalité et non une fiction. Les ministres s'engagent à faire des réformes transformationnelles. Si on veut amener de plus en plus de la qualité à l'école, donner la chance à presque tous les enfants qui vont à l'école de réussir, il faut des réformes. Cependant, les États mettent-ils assez de moyens pour réussir cette priorité? Si certains pays comme le Rwanda, le Gabon, le Cameroun y mettent les moyens pour atteindre un fort taux de scolarisation, d'autres sont encore loin des objectifs de 100% de taux net de scolarisation. Plusieurs États africains comme la Côte d'Ivoire, le Burundi et le Bénin ont décrété la gratuité de l'enseignement primaire pour tous. Pour cette gratuité, nous recevons la subvention. Chaque école reçoit la subvention, ce qui est fait par l'État et c'est bon. Ça, c'est 900 000, ça dépend du nombre de classes. Moi j'ai 6 classes donc je reçois 900 000.
Ça va être 150 000 francs par classe. Et les écoles maternelles aussi sont concernées. Maintenant, toujours dans cette gratuité, nous recevons les cahiers d'activité. Depuis la maternelle jusqu'au CP. Les manuels du CI jusqu'au CM2. En effet, rendre gratuit l'enseignement primaire et secondaire avant 2030, partout sur le continent, est le but principal de ces réformes. Ces réformes éducatives, bien que louables, se heurtent encore à des réalités qui se traduisent par le manque de moyens techniques, d'infrastructures, mais aussi de ressources humaines. Les effectifs dans les classes, on a parlé de gratuité, les effectifs ont explosé. On n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour gérer cet effectif-là. Vous avez des classes de 100, 120 élèves au CI. Dans ces conditions, l'enseignant n'est pas là pour enseigner, il est juste un gardien d'enfants. Il ne peut pas appliquer le programme. Parce que pour appliquer ce programme, il faut des conditions. À rappeler que le vendredi 2 février 2018 à Dakar, la capitale sénégalaise, la communauté internationale s'est engagée à donner un nouveau souffle financier aux aides destinées à la scolarisation des enfants lors de la conférence mondiale sur l'éducation. 2,3 milliards de dollars de promesses de dons ont été alors recueillis. Professeur Ndiaye, commençons cette émission par une question d'ordre général. Quel regard portez-vous sur le parcours du continent en matière de politique éducative? Vous savez, la plupart des thèmes que nous allons aborder ici sont des thèmes récurrents depuis l'indépendance. L'historien que je suis se place dans la longue durée. S'il vous plaît. Pour comprendre un peu les mutations subies par l'éducation en Afrique. D'abord, nous sommes héritiers d'un système éducatif colonial. Il faut comprendre qu'à l'époque, en Afrique, la scolarisation était très faible en Afrique. Il n'y avait pas de filles, par exemple, qui étaient éduquées. Et la politique d'éducation coloniale reposait sur une chose très simple. Comment former de petits cadres moyens qui pouvaient servir à l'économie coloniale, en l'occurrence l'économie de traite, c'était dans les villes portuaires, des dockers, etc. Et d'ailleurs, dans les pays qui avaient des ressources minières, de former des mineurs. Et d'ailleurs, je reviendrai plus tard sur le système sud-africain et qui n'était pas si bête que ça, s'il n'était pas empreint d'une certaine ségrégation. Tout à fait. Le Bantu Act Education, parce qu'en Afrique du Sud, il y a une classe ouvrière extrêmement dynamique, nombreuse, alors que dans d'autres pays africains, il y en a guère. Il n'y en a pas. Mais ceci dit, en 1960, c'est en 1961 à la conférence d'Addis Abeba, que les ministres de l'Éducation ont jeté les bases de ce que serait une future politique d'éducation en Afrique, qui devrait être une politique d'éducation de masse. C'est vrai. Il faut massifier en tout cas l'éducation. On était donc à la conférence d'Addis Abeba et là, en 2018, l'historien et observateur que vous êtes, vous pensez que des progrès ont été faits. On l'a vu dans le sujet, des États consacrent effectivement de substantiels moyens à l'éducation, même si effectivement des efforts restent à faire. C'est aussi votre avis sur la question, ou bien on ne fait pas assez? Assurément qu'il y a des progrès, parce que d'abord, il y a eu un boom démographique en Afrique. En 1960, l'Afrique comptait à peine 300 millions d'habitants. Et approche les milliards. Donc les problèmes se sont accrus. En fait, les États africains ont beaucoup plus alphabétisé que la colonisation. Ce que Boumediene disait à l'époque, que moi en Algérie, j'ai alphabétisé plus que les 130 ans de colonisation française. Donc les problèmes sont accrus. Et il y a eu à l'époque très peu de gens scolarisés, c'était les gens des villes, les gens des campagnes n'étaient pas scolarisés, les filles ne l'étaient pas, donc les problèmes et les besoins sont accrus. Entre-temps, il y a eu des politiques d'ajustement structurel qui ont réanimé des secteurs entiers de la santé. Tout à fait. On va en parler, comment effectivement les programmes d'ajustement structurel ont cassé les services de base, notamment l'éducation. Laurence, donc, vous êtes, je l'ai dit, enseignante-chercheur. Vous avez vu, effectivement, que sur le continent, des États ont réussi à atteindre des taux appréciable de scolarisation. Votre pays, le Gabon, par exemple, a 96% de taux de scolarisation. Je ne parlerai pas du Rwanda, du Cameroun, qui en est à 94%. Vous, où est-ce que vous pensez qu'on aurait pu mieux faire? Sur quel point précis pensez-vous effectivement qu'on a traîné les pas
ces 60 dernières années? Alors, lorsqu'on prend le taux d'éducation, le taux de scolarisation net comme ça et qu'on nous dit qu'il avoisine les 100%, c'est un peu trompeur. Oui, c'est un peu trompeur parce qu'aujourd'hui, le système éducatif gabonais est peut-être l'un dans lequel il y a peut-être beaucoup d'argent, mais c'est l'un des systèmes les moins, qui a le rendement le plus faible de l'Afrique subsaharienne. Et notamment, en dehors de ce fort taux de scolarisation, il y a un fort taux de déperdition scolaire. Si je prends l'enquête démographique et de santé qui a été réalisée en 2012 au Gabon par le ministère de la Planification, sur 100 filles qui rentrent au CP, seules 10 atteignent ou achèvent le supérieur. Et pour les garçons, c'est 16. Et donc, on se rend bien compte que là, on a deux variables qui sont incluses dans une seule. On parle de ceux qui achèvent ou atteignent. Ça veut dire que si on prend ceux qui achèvent le supérieur, on aura moins de 10 pour les filles et moins de 16 pour les garçons. C'est vrai. Donc le taux de déperdition scolaire est énorme. Et là, il y a beaucoup à dire parce que si on parle de l'effectivité, du rendement du système scolaire, on peut parler aussi, qui est très faible, donc le taux de redoublement est le plus élevé en Afrique subsaharienne, il est de 40%. Oui. D'ailleurs, le dernier rapport de la Banque mondiale sur l'éducation et l'emploi au Gabon dit que ce taux est le plus élevé au monde pour tous les pays pour lesquels cette statistique existe. Donc, il faut qu'on aille au-delà de ce taux de scolarisation net, parce que je ne pense pas que c'est seulement le cas du Gabon. J'ai vu au Congo-Brazzaville à côté, c'est la même chose. Oui, on a énormément de dépenses. Donc, il faut qu'on aille au-delà de ces taux-là et qu'on regarde de plus près la gestion des budgets, parce que c'est bien beau d'accuser les programmes d'ajustement structurel. Ils ont été pour beaucoup dans la chute des investissements en matière d'éducation, mais il y a aussi, mais malheureusement, les détournements de fonds, la malgouvernance qui fait que l'argent ne va pas souvent là où il doit aller. Parfait. Alors, professeur Johnson, je me suis dit, l'intérêt de cette émission réside moins dans la critique qu'on peut faire aux États que dans le regard analytique que nous pouvons poser à la fois sur les outils éducatifs. Nous avons la chance d'avoir une pédagogue avec nous. Une didacticienne, c'est pas la même chose. Je ne suis pas pédagogue, je suis didacticienne. Mais vous n'êtes pas moins, hein, vous n'êtes pas moins pédagogue. Je sais, mais de profession didacticienne. Et surtout, professeur Johnson, sur les outils de transmission du savoir. Je l'ai dit au début de l'émission, de nombreux spécialistes africains tirent la sonnette d'alarme et disent attention, même l'UNESCO le dit, quand on enseigne aux enfants dans une langue qui n'est pas la leur, il y a problème. Et justement, madame, dont parle de déperdition, c'est de déscolarisation. Comment expliquer effectivement qu'au sortir de la décolonisation, nous n'ayons pas choisi des formes de politique éducative qui reposent ou qui valorisent les langues nationales, la transmission du savoir dans les langues nationales? Professeur Johnson. Merci. Moi j'ai une approche tout à fait différente. Je crois que ce qui a été majeur quant au continent africain, c'est qu'il y a eu un déficit de réflexion stratégique. C'est d'abord cette approche-là. Donc je suis d'accord avec ce que dit mon collègue en termes de rétrospective historique, ce qu'il a fait, mais cette rétrospective historique met en évidence que l'Afrique n'a pas pensé quelle devait être pour elle son processus d'éducation. C'est ça le problème. Alors, quand on pose le problème en termes de démarche stratégique, se pose la question d'abord c'est le problème de la vision. D'abord. Secondo, par rapport à la vision, c'est la vocation. Que voulons-nous? Voilà. C'est l'objectif, voulons-nous atteindre? D'abord, c'est ça. Après, c'est où voudrait-on aller? Donc c'est le problème des aspirations par rapport à la politique éducative. Alors quand vous faites l'économie de la démarche stratégique, vous vous retrouvez dans des impasses. Donc je dis que ce qui a manqué d'abord au continent africain, c'est ce que j'ai appelé la thésaurisation de la démarche stratégique. Elle a fait l'économie de réfléchir stratégiquement. Parce qu'elle aurait pu se rendre compte d'entrée de jeu que les modes de colonisation étaient tout à fait différents selon qu'on était dans un espace anglophone avec le indirect rule ou bien le système qui était celui de la colonisation telle que française où on nous enseignait que nos grands-pères étaient des Gaulois alors que nous savions qu'ils ne l'étaient pas. Alors, lorsque vous ratez en fait ce coche stratégique, cette réflexion stratégique,
qui est récurrente dans tous les domaines. Nous le retrouverons tout à l'heure au niveau de la politique économique, nous le retrouverons au niveau de la politique industrielle, nous le retrouverons également par rapport même aux recommandations du Fonds monétaire international. Si nous avions la démarche stratégique, on aurait pu s'opposer totalement aux recommandations qu'on faisait par rapport au consensus de Washington. Alors vous me posez la question de savoir, je dis que la plupart du temps, nous faisons l'économie de citer ceux qui nous ont précédés. Il y a des démarches récurrentes. Alors, je voudrais rendre hommage ici au professeur Cheikh Anta Diop, qui nous a précédés. Avant, je suis né en 1951, il avait déjà publié la nécessité d'apprendre dans nos langues naturelles. Oui. Il est allé même beaucoup plus loin, puisqu'il a traduit la théorie de la relativité restreinte dans la langue wolof. Donc, on a montré la possibilité d'apprentissage directement dans nos langues. Comment se fait-il qu'on n'ait pas suivi? Mais permettez-moi de vous dire, nous étions dans des conditions de servitude. Alors jusqu'alors, nous sommes dans des conditions de servitude. Est-ce que nous avions la main libre pour élaborer la politique d'ensemble? Ce n'était pas le cas. Donc les gens étaient dans le processus de dire qu'il fallait aller directement au niveau de la langue française, par rapport à un mimétisme que j'ai appelé le mimétisme nauséabond, sans regarder l'efficacité ou le rendement qui consisterait de passer de sa langue nationale à une langue étrangère. Or, quand on fait une analyse rétrospective et que l'on regarde comment les grandes nations, que ce soit le Japon, que ce soit même le Vietnam, je prends la Chine et je prends l'exemple même de dire, parce que Diop disait quelque chose, c'est que si vous devez enseigner aux paysans français dans la langue anglaise, le temps d'appropriation par rapport à l'hygiène, par rapport à l'efficacité paysanne, etc., se doublerait. D'où la nécessité, n'est-ce pas, de mieux comprendre les concepts dans sa langue avant de pouvoir aller. Alors nous ne comprenons pas pourquoi les Africains ont fait l'économie. Mais la seule explication qu'il est nécessaire d'apporter, c'est le déficit de la réflexion stratégique. La question maintenant, professeur Ndiaye, c'est peut-on effectivement corriger le tir? Je l'ai dit, et des études ont montré par exemple que lorsqu'on enseigne aux enfants ivoiriens ou maliens en Bambara ou en Dioula, ils maîtrisent mieux les calculs, les mathématiques et autres savoirs. Et les spécialistes qui réclament aujourd'hui le retour aux langues nationales disent c'est comme si on demandait aux enfants français d'apprendre en chinois à l'école alors qu'à la maison ils parlent français avec leurs parents. Peut-on corriger le tir? La question se pose aujourd'hui. Je voudrais d'abord, avant tout, revenir sur les propos tenus par mon collègue et ami Johnson. S'il vous plaît. Il a dit qu'il n'y avait pas de réflexion stratégique à l'aube des indépendances. C'est vrai, en même temps aussi, il faut atténuer ses propos. Pourquoi? En ce qui concerne la partie, il a dit qu'il y avait des politiques d'éducation coloniale différentes. L'indirect rule était, par exemple, le système qui laissait librement aux indigènes le choix de leurs affaires culturelles, l'Angleterre se contentant de ramasser les matières premières, alors que la France est un pays jacobin assimilationniste. Tout à fait. Et je voudrais vous dire, pour en venir à ce retard, ce manque de réflexion stratégique, ce qui concerne les pays francophones, le processus de francisation des Français est concomitant au processus de colonisation. Je m'explique. En 1880, 65% des Français ne parlaient pas français. Les petits Alsaciens, les Bretons, rappelez-vous le livre de Pierre Jacques Elias, le cheval d'orgueil, etc. Et même chez nous, il y avait le symbole qu'on donnait à la fin du cours à celui qui ne parlait pas français, qui était tenté de parler son dialecte, comme on dit à l'époque. Une sorte d'os qu'on avait au cours. Donc c'est l'armée et l'école de Jules Ferry qui a permis, en tout cas, la francisation de la France, qui était concomitant aussi au processus colonial. Bon, ceci dit, en 1960, pourtant ce choix s'est posé, un homme comme Senghor, par exemple, n'ont pas assez de cadres pour mener une politique. Ce qu'il pensait, alors Cheikh Anta Diop pensait autrement. Je vous donne un peu le cadre du débat. Nous n'avons pas assez de cadres. Il faut que la coopération française reste encore. Moi, à mon époque, quand j'étais à l'Université de Dakar, elle était encore sous tutelle française. Et la France, et nous, bon, nous sommes épargnés, peut-être, disons, des difficultés qui peuvent paraître majeures alors qu'au fond, on aurait pu le surmonter
en disant, bah, écoute, pourquoi pas continuer avec le système français, tel que bon, voilà, etc. Voilà, c'est plus dilemme. Pas faciliter. Voilà. Faciliter à la fois aussi, il y avait aussi un déficit de cadre, il faut le dire. Il y avait aussi un déficit de réflexion, bien entendu. Oui. Madame, donc, ma question sera, peut-on, à défaut de corriger le tir ou de revenir en arrière, peut-on envisager l'apprentissage dans plusieurs langues, par exemple? Vous qui êtes enseignante, dites-le nous. En fait, c'est bien que vous orientez le débat vers l'apprentissage dans nos langues vernaculaires. Mais je pense que le débat pourrait être orienté autrement. Parce que quand on parle d'éducation, la question de la vision stratégique est très importante. On est d'accord. Parce que tout programme scolaire, quelle que soit la discipline, repose d'abord sur quelle société on veut former, quels citoyens pour cette société, quels enjeux nationaux et internationaux, comment veut-on que le pays se positionne sur l'échiquier international, sous l'échiquier régional, sous-régional. L'éducation part de là. Absolument. Toute éducation part d'une vision politique, parce que le but de l'école, le but de l'éducation, ce n'est pas d'apprendre à lire et à écrire. Absolument. Le but de l'éducation, c'est de former des citoyens capables de prendre en main leur pays. C'est au-delà de l'alphabétisation. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'enseignement par compétences, il s'agit simplement de transmettre aux élèves, à chaque connaissance est associée une capacité et à chaque capacité une attitude. Et donc, connaissance, capacité, attitude, ça donne des compétences. Donc, on n'est pas là que pour transmettre uniquement le fait de savoir lire et de savoir écrire. Et ce qui nous manque de façon très stratégique, ce sont ces politiques. Quelle société on veut créer? Et malheureusement, mes pères, je peux dire ça comme ça, puisque ma mère est née en 51, je suis née bien après les indépendances, me parlent de la vision qui a manqué au moment des indépendances. Soit, mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 50 ans des indépendances. Comment concevoir... Avec plusieurs états généraux de l'éducation. Avec plusieurs états généraux de l'éducation. Comment concevoir que moi, par exemple, j'ai été formée avec un programme complètement français. Lorsque j'ai commencé à enseigner, que j'ai fait mes études de didactique, que j'ai commencé à comparer le programme des sciences de la vie et de la terre du Gabon à celui de la France, c'était simplement du copier-coller. Qu'est-ce qui nous a empêchés, après les indépendances, après des cadres formés, d'avoir cette vision stratégique par rapport à notre éducation? Je propose qu'on réponde à cette question après une coup de pause. À tout de suite.